Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Bonjour Julien. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire qui a pour thème le SIRH. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout se passe bien? Si vous pouviez me répondre sur le chat, s'il vous plaît. Que tout le monde entend bien. Oui, merci Nicole. Très bien. Merci Anne-Sophie. Donc on va pouvoir commencer. N'hésitez pas justement à poser vos questions pendant tout ce webinaire sur ce chat. On vous répondra à la fin de et nous avons mis également sur l'onglet sondage des petites questions qu'on vous mettra à disposition. Si vous aviez la gentillesse de pouvoir y répondre, ce serait top. Donc, comme je disais, ce webinaire a pour thème le SIRH. Et je suis Rabia Ider, responsable marketing de Talentia Software, et je suis accompagnée par Julien Bordin, qui est notre expert SIRH. Et je vais d'ailleurs lui laisser la parole pour nous présenter l'agenda de la matinée. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, rapidement le petit agenda, hop, sur lequel on va se positionner aujourd'hui. Le point de départ de la thématique qui va nous animer, c'est les enjeux et la complexité auxquels vous, en tant que gestionnaire RH, DRH, faites face. Les opportunités en termes de digitalisation, les réponses que Talentia peut apporter, et un focus sur les facteurs clés de succès d'une bonne démarche SIRH, et surtout, qu'est-ce qu'on fait après un projet SIRH. Alors, merci Julien. Donc, en tant que DRH, la complexité que vous rencontrez est de plus en plus importante et elle a plusieurs dimensions. On a les DRH que nous on rencontre régulièrement nous disent que effectivement cette complexité est croissante et qu'elle elle a été effectivement confortée par une étude qu'a faite Interactive, Harris Interactive, qui dit que 78% des DRH qui ont répondu à cette enquête disent que leur complexité est de plus en plus croissante. Et au-delà d'être croissante, elle est multidimensionnelle. Elle a quatre enjeux principaux que vous rencontrez qui donnent d'autant plus de travail, vous donnent d'autant plus de travail. Et ces enjeux sont fonctionnels avec, par exemple, l'obsolescence des solutions ou même une capacité à intégrer l'ensemble des outils RH dans un environnement qui doit s'adapter aux contraintes réglementaires. Ils sont aussi technologiques, liés à l'exploitation de vos solutions et notamment à la sécurité de vos données, mais également à la maîtrise de vos coûts d'exploitation ou de maintenance. Ils sont également opérationnels, obtenir les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions, mais aussi automatiser l'ensemble des tâches qui peuvent être chronophages pour améliorer la performance RH et bien sûr pouvoir collaborer dans de bonnes conditions. Tout ça sur un fond de transformation, que ce soit dans les usages, dans la croissance ou la décroissance de l'entreprise, et bien sûr dans un cadre de digitalisation des processus de l'entreprise. Julien va nous expliquer en quoi cette digitalisation peut aider à optimiser ou à simplifier vos processus RH. Merci Rabia. Donc effectivement, l'idée, hop, on va passer à la slide suivante, c'est en quoi la digitalisation va être au cœur de ces optimisations, puisque comme Rabia l'évoquait, on a tout un tas de problématiques de plus en plus complexes, de plus en plus interconnectées les unes aux autres, et qui vont embarquer de plus en plus d'utilisateurs. Et ces différentes problématiques vont avoir un certain nombre de réponses, notamment des organisations plus agiles, des processus plus simples et une gestion RH plus optimisée et sécurisée. Alors tout ça, bien évidemment, ça va être lié à un certain nombre d'enjeux qu'il va falloir traiter, et il est important dans une démarche SIRH de définir les principaux enjeux auxquels vont répondre la digitalisation.
Donc ici, vous voyez à travers un sondage Marques un certain nombre d'enjeux auxquels font face les DRH qui ont été interrogés par ordre de priorité, et parmi lesquels on peut aussi ajouter la sécurité, la fiabilité des données, la mise en place d'un reporting consolidé, l'interopérabilité, les interfaces avec d'autres outils, dans des contextes nationaux, internationaux, les enjeux multi-outils, multi-sociétés, etc. La réduction des coûts, la sécurisation des échanges via des workflows, etc., etc. Il faut se poser la question de la nécessité, des opportunités de mettre en place un SIRH tout en priorisant les enjeux que l'on souhaite adresser. D'autant plus que la digitalisation va contribuer à l'ensemble du parcours du collaborateur au sein de l'organisation, qu'on parle de recrutement, de marque employeur, d'intégration et de onboarding qui vont être les premiers jours où l'organisation va échanger avec le collaborateur et le collaborateur va se faire une idée de quelle est l'organisation dans laquelle il met les pieds, la vie en entreprise, la paye, le déclaratif, les entretiens, la formation, la gestion de carrière, et jusqu'à son départ, parce qu'on parle de onboarding et de offboarding, et donc tout ça va être facilité et simplifié à travers un parcours digital. Rabia, tu vas peut-être nous donner quelques informations concernant Talentia pour qu'on se présente un peu plus. Oui, rapidement, je vais présenter Talentia pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais vraiment d'une façon rapide. Talentia est un éditeur de solutions de digitalisation des fonctions RH et finances pour les ETI. Nous développons des solutions de gestion de la performance financière, que ce soit de la compta, de la conso, du reporting et de l'élaboration budgétaire, et également bien sûr des RH, et ça je vais vous en dire un peu plus à la suite. Talentia est un groupe français avec une forte présence en Europe, mais également en Amérique du Nord. Les solutions de Talentia, elles sont complètes, intégrées et adaptées à la complexité que doivent gérer les ETI. On a la chance de compter plus de 3600 clients qui utilisent nos solutions. Le groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros et emploie 430 collaborateurs. Alors, pour la suite RH, de Talentia, c'est une plateforme unique et intégrée. Elle est composée de modules qui englobent l'ensemble du parcours du collaborateur présenté par Julien précédemment, du recrutement à la gestion des talents, et le tout s'appuie sur un core HR. N'hésitez pas, je vais vous mettre un lien si vous voulez en savoir plus sur la solution, vous mettre un lien pour qu'on vous la présente plus brièvement, plus précisément, pardon. Donc maintenant, Julien va rentrer dans le cœur du sujet, qui est de savoir quels sont les facteurs clés de succès d'une démarche SIRH. Et je vous mets le lien pour la solution. Merci. Donc effectivement, parmi les facteurs clés de succès d'une démarche, dont les enjeux dont on a parlé, on a un certain nombre de critères qui vont nous permettre de choisir un SIRH plutôt qu'un autre. Alors là aussi, on s'est appuyé sur une étude Marques qui a classé les critères par ordre de priorité. Les deux critères principaux étant l'expérience utilisateur, à savoir l'expérience collaborateur, manager, RH, qu'elle soit intuitive, conviviale, qu'on puisse y accéder depuis un smartphone, depuis une tablette, et le fait de pouvoir avoir une gestion intégrée des processus telle qu'on est en mesure de le proposer quand on a une solution qui traite le cycle de vie du collaborateur de bout en bout. Au-delà de ces critères de choix, il y a aussi un critère qu'on souhaitait mettre en relief, qui apparaissait pas forcément dans ce sondage, mais qui nous semblait important parce que, assez paradoxalement, la RH est la dernière roue du carrosse, souvent en termes d'investissement et en termes d'engagement budgétaire, alors que c'est souvent l'outil visible par tous les collaborateurs parce qu'ils y sont directement concernés. Et donc on se rend compte que parmi les critères de choix, il y a aussi le budget. Et le budget, il est important parce qu'un CRH, ça a un coût, parce qu'il y a des données sensibles qui y transitent, donc il faut que ce soit sécurisé. Et ce coût, il va être variable en fonction de la volumétrie de données, de la largeur et de la profondeur du SIRH. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'est pas dans une dépense, mais qu'on est bien dans un investissement pour mieux gérer les collaborateurs, pour sécuriser et pour pouvoir mieux cadrer l'ensemble de ces éléments. Une fois qu'on a parlé de ce critère de choix, on va avoir la possibilité de suivre une démarche qu'on propose pour pouvoir cadrer et préparer son projet SIRH. Donc là, on est en amont
Et on a 5 grandes étapes qu'on va décrire qui permettent de se préparer dans le cadre d'une démarche. Donc, comme vous le voyez ici, ce qu'on va préconiser, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à point. Une démarche nécessite une étude de cadrage, nécessite de réfléchir aux enjeux, à la stratégie, à une vision court, moyen, long terme, parce que l'idée, c'est pas forcément de réfléchir à un SIRH pour aujourd'hui, mais surtout au SIRH de demain, dans le cadre d'une organisation qui évolue, dans le cadre d'une pandémie qui peut tous nous toucher du jour au lendemain, et se préparer à avoir un outil qui soit flexible pour répondre aux différents enjeux qu'on pourrait être amené à rencontrer dans les périodes à venir. La deuxième étape du cadrage, alors c'est une double étape, composer une équipe et impliquer les acteurs. Composer une équipe, c'est important parce que il va falloir assurer le pilotage de ce projet, que c'est nécessaire pour prioriser les besoins en fonction des utilisateurs qui sont sur le terrain, et que ça va nous permettre d'avoir un certain nombre d'acteurs qui vont être embarqués. On va parler notamment des sponsors qui vont être là pour motiver entre guillemets les troupes et supporter un certain nombre de sujets. Les référents métiers qui, eux, vont avoir les mains dans le cambouis, entre guillemets, qui sont ce qu'on appelle les sachants, les personnes qui sont spécialisées dans le recrutement, dans la formation, dans la paye, dans les entretiens, et qui vont travailler sur leur domaine, alors leur au pluriel domaine, selon la façon dont vous êtes organisé, et les différents contributeurs, que ce soit différentes directions, les managers, les directeurs opérationnels, qui seront peut-être utilisateurs de demain. Et l'idée est que l'ensemble de ces attentes soient confrontées dès le début pour être certain que chacun y retrouve son compte. Élément clé qu'on a tendance à mettre de côté, c'est la rédaction du cahier des charges, puisqu'on a énormément d'entreprises qui se lancent dans un projet sans forcément rédiger ou exprimer un besoin clairement. Et c'est un sujet qui est essentiel pour pouvoir être certain qu'on se pose les bonnes questions. La rédaction d'un cahier des charges, ça va consister en différentes étapes. La première étape, ça va être de comprendre et de formaliser les processus et les pratiques existants qui vont permettre de construire la cible de demain. Donc l'idée, c'est qu'on part de ce qu'on a, éventuellement on étudie les documents, les fiches de poste, les descriptifs, les formulaires d'entretien, etc., les reportings, les indicateurs de pilotage que l'on exploite. Et partant de là, on va faire l'analyse d'écart entre ce qu'on a, ce qu'on aimerait avoir, ce dont on a besoin et comment on pourrait y arriver. C'est souvent une phase qui peut être très simple comme très complexe en fonction de la maturité de l'entreprise par rapport aux thématiques RH. Je prends un exemple concret, quand on se lance dans une démarche GPEC, entre le moment où on part de la page blanche, de se dire comment je définis mon référentiel emploi, mes compétences, le niveau attendu, la façon dont on va l'évaluer, et le moment où j'aurai de la matière pour mettre en place vraiment une gestion de carrière, des plans de succession, des passerelles métiers, de la gestion des talents au sens large, c'est une démarche qui va prendre 2 à 3 ans entre le moment où on va étudier le champ des possibles et le moment où on sera outillé et on aura matérialisé l'ensemble des éléments à travers des process d'autant plus informatiques. Donc c'est essentiel que de cadrer son projet en s'appuyant sur les enjeux qu'on a évoqués en amont et être certain qu'on soit en phase avec des éléments stratégiques et contextuels, que ça réponde bien aux acteurs métiers, aux fameux sachants, aux référents dont on a parlé au préalable, qui auront des attentes sur leur quotidien, mais aussi aux utilisateurs finaux. Et tout ça dans le cadre d'un séquencement, d'un cadencement projet à définir. Donc la rédaction et l'expression d'un cahier des charges ou d'un besoin au niveau de détail dans lequel on souhaite aller va être primordial, sachant que selon la dimension de l'entreprise, ça prendra une ampleur plus ou moins complexe. Si on est dans une entreprise internationale avec des pratiques très disparates, ce cahier des charges, il va devoir reprendre les différentes pratiques, les contextualiser. Quand on gère, par exemple, de multiples entités, de multiples langues, de multiples devises, et voilà. Et donc, ça permet aussi d'anticiper pour nous, en tant qu'éditeurs et intégrateurs, le niveau de paramétrage, d'adaptation, de temps et d'implication que nous, en tant qu'accompagnants, mais aussi nos clients, en tant que DRH, gestionnaire RH ou DSI, auront à impliquer dans le projet parce que, on le rappelle, c'est un projet qui implique des femmes et des hommes qui vont devoir travailler ensemble
pour mener à bien ces différents éléments. La dernière phase pour bien cadrer son projet, c'est la notion de communication. Alors la notion de communication, elle est effectivement essentielle, d'autant plus quand on travaille en mode projet. Elle va permettre d'aligner tout le monde en fonction des enjeux, en fonction des cadrages et en fonction des différents éléments. La communication, l'idée, c'est qu'elle soit bottom-up et top-down. Il va falloir vraiment que les informations aillent dans tous les sens pour que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde soit embarqué dans ce projet. Parce qu'il faut que les acteurs soient préparés au fait qu'il va potentiellement y avoir des changements, qu'on va leur demander de s'impliquer dans ce type de projet. Et la réalité, c'est qu'un projet, on a toujours les tâches du quotidien à gérer en parallèle des besoins de temps que ça peut prendre pour mettre en œuvre un projet. Et on a toujours le risque des intérêts divergents entre les différents acteurs, interlocuteurs, parties prenantes de ce type de projet. Donc, il va être très important de trouver des leaders d'opinion dès le début qui pourront porter la bonne parole et qui pourront expliquer à ceux qui auront plus naturellement tendance à freiner, puisque ça fait partie de la nature humaine. Et la question, c'est pas vraiment de se dire est-ce qu'il va y avoir des personnes qui vont freiner le projet, c'est à quel moment les freins vont arriver et pourquoi. Et si on anticipe et qu'on communique bien, ça permet d'éviter bien des écueils dans la mise en place de ce type de projet. Alors une fois qu'on a cadré son projet, il va y avoir une notion qui est relativement importante, c'est de fixer un planning projet qui soit réaliste. Le planning projet, on a mis ici les grandes étapes classiques, on va dire, d'un planning projet, à savoir l'étude de cadrage dont on a parlé, la consultation pour définir quel est le ou les acteurs, éditeurs, intégrateurs, SIRH, qui sont les plus opportuns pour accompagner votre organisation. Ensuite, on va rentrer dans une analyse détaillée. Donc, partant du cahier des charges qui aurait été défini, on va vraiment dérouler l'ensemble des process, des procédures, des indicateurs dans le détail, former le groupe projet pour qu'il puisse prendre en main la solution, paramétrer la solution, travailler sur tout ce qui est reprise de données et interface, parce que un SIRH, potentiellement, on part pas d'une page blanche, il y a déjà un outil à remplacer ou d'autres outils existants avec lesquels il va falloir s'intégrer, pour lesquels il va falloir reprendre un certain nombre d'informations. On va ensuite, en fonction de l'organisation, déployer des sites pilotes ou des acteurs pilotes et déployer ces fonctionnalités sur l'ensemble du groupe, par exemple, quand on parle d'un groupe avec des sites dans différents pays ou avec différents établissements, avec un établissement qui pourrait être pilote et les autres qui suivraient par la suite. On va bien évidemment avoir des phases de test et de recettes qui sont des phases essentielles parce qu'elles vont reboucler avec l'étude de cadrage sur laquelle j'ai insisté en amont pour vérifier que l'outil est bien en phase avec ce qu'on a défini en termes de cadrage et en termes d'analyse. Et donc cette phase de test et de recette, là aussi, elle n'est pas à négliger puisque c'est ce qui va garantir que le système, la solution, le module, quelle que soit l'ampleur ou la dimension du projet, sera en adéquation avec le besoin qui a été défini, lui-même en adéquation avec les enjeux et les stratégies qui auront été cadrés en amont. Donc cette phase de recette, il faut toujours y mettre un point d'honneur et il faut que ce soit bien coordonné, il faut que le plan de recette soit défini en amont, qu'on sache ce qu'on va tester, pourquoi, les zones de risque, les enjeux et surtout que tout ça soit cadré parce que ça prend du temps pour vous en tant que DRH, gestionnaire, utilisateur RH et qu'il y a un vrai enjeu organisationnel à traiter à travers cette phase. Ensuite, dans la continuité du projet, on va avoir la formation des utilisateurs finaux pour, au-delà de la communication qu'on a évoquée, que les managers, que les utilisateurs, salariés, gestionnaires soient bien en phase avec les procédures qui ont été digitalisées et la façon dont ces procédures vont être utilisées, utilisables et qui doit intervenir à quel moment à travers la solution. Parce que les solutions étant personnalisables et paramétrables, chaque organisation pourra se l'approprier et aura peut-être des séquences ou des façons de valider ou de mettre à disposition du reporting qui sera différent. Dernier élément dans le cadre du planning et pas des moindres, l'accompagnement au changement, la mise en place d'un outil RH, peut-être plus que les autres, mais d'un outil globalement quel qu'il soit. C'est souvent du changement, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être des freins d'utilisateurs pour des raisons
naturel de crainte, de risque de chambouler les façons de travailler depuis des années. Et donc cette gestion du changement, elle doit être accompagnée, on y revient, sur de la communication et sur le fait d'anticiper, de prévenir, de former et d'accompagner les personnes qui seront susceptibles d'être touchées par ces éléments. Donc là, on a balayé un certain nombre d'éléments. Les enjeux clés de cette slide, au-delà du cadencement d'un planning, c'est surtout qu'il faut que ce planning il soit réaliste, parce que vous voyez qu'on parle d'énormément de tâches, et se dire il faut que le projet il soit en production à telle date parce que on a décidé que ça serait bien comme ça s'entend, ça se comprend, mais il faut qu'il y ait les moyens derrière, les moyens humains, les moyens financiers, les moyens en termes de temps, pour faire les tests, pour analyser, pour valider. Quand on parle d'une analyse, souvent, il faut que l'analyse elle soit contre-validée. Peut-être que ça que ça passe entre les mains de la direction parce que ça touche des notions structurantes, d'analytique, de coûts, etc. qu'il faut valider et ça peut prendre du temps, tous ces éléments. Donc un projet, à partir du moment où on veut personnaliser, l'adapter, le contextualiser, il faut avoir en tête que c'est de l'implication des équipes RH qui vont intervenir et que c'est du temps à prévoir. Autres éléments à ne pas négliger, on a parlé d'études de cadrage et de consultation. Il y a une phase de négociation qui, dans le planning, peut prendre du temps parce que selon le module qu'on va mettre en place ou pas et les échanges qu'on va avoir, si on veut bien cadrer les éléments et bien les contractualiser, il est important de prendre le temps et de ne pas bâcler cette tâche pour que l'ensemble des parties soient bien alignées sur les enjeux et les responsabilités des uns ou des autres dans le cadre de ce type de projet, puisque, je le répète, c'est des hommes et des femmes qui vont travailler ensemble, côté intégrateur, éditeur et côté utilisateur. Il est important que chacun sache l'engagement et la mobilisation nécessaire qui va être demandé dans le projet. Et bien évidemment, dans un planning, on peut avoir des aléas. Donc un aléa, ça peut être un changement d'organisation, ça peut être un départ, un arrêt maladie, ça peut être une crise comme on le voit actuellement. Et tout ça, il faut l'anticiper. Donc le fait de prendre le temps qu'il faut pour préparer, anticiper son planning et d'éviter des cycles trop ambitieux peut éviter là aussi bien des écueils. Dans la continuité du planning et de l'organisation des différentes activités, au-delà du planning très cycle V, comme on peut le dire, tel qu'on vous l'a présenté, il y a d'autres typologies de projets qu'on peut mener, et notamment des façons de travailler avec des méthodes agiles. Alors la méthode agile, le but c'est de faire un certain nombre d'itérations, on part sur le standard produit, on l'utilise, on l'adapte, etc., etc. Donc l'idée c'est qu'on a des cycles courts et ciblés sur une thématique, la gestion administrative, la formation, l'entretien professionnel, l'entretien annuel, le recrutement, par exemple. Et pour chacun de ces cycles, on a plusieurs itérations pendant lesquelles on utilise le produit, on se l'approprie et on l'adapte. Alors, il y a des bons et des moins bons côtés sur ce type de méthodologie. On est sur un projet qui va être plus long, donc potentiellement un peu plus coûteux et qui va demander peut-être un peu plus d'implication. A contrario, on est sur une approche dite quick win, avec des résultats rapides et visibles, versus un projet Big Bang où on déploie tout d'un coup et où on fait une analyse, puis le paramétrage, puis la livraison, puis les tests, où on a un risque d'effet de tunnel et un effet interminable entre le moment où on a validé une analyse et le moment où on livre les paramétrages. Donc ça garantit généralement ce type d'approche, quand on peut prendre le temps et mettre les moyens de déployer ce type de projet, une meilleure adéquation avec le besoin, puisque il y a des points de relais plus réguliers en termes de suivi. Autre point clé dont on a parlé et sur lequel il nous semblait important de faire un focus, c'est la partie conduite du changement, puisque on parle de changement, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces changements se font avec et pour les utilisateurs. Donc il faut bien, on le répète, identifier les sponsors, communiquer régulièrement. Et il y a une notion qu'on n'a pas forcément évoquée, c'est le fait de vendre le projet en interne et vraiment de le marketer, d'embarquer les utilisateurs pour qu'ils soient convaincus de l'intérêt. Et pour vendre le projet, il faut trouver les enjeux ou les faiblesses ou les difficultés que les utilisateurs vont rencontrer dans leur quotidien et quelle valeur ajoutée ils trouveront avec le projet, les fonctionnalités qu'on va leur proposer.
Alors une fois qu'on a parlé de l'ensemble de ces éléments projet, sachant que ce qu'on a vu ici n'était pas forcément exhaustif et qu'on a essayé de balayer les points qui nous semblaient clés, mais il y a énormément d'autres sujets dont on pourrait éventuellement parler et aller un peu plus dans le détail, il nous semblait aussi important de se poser la question du après, puisque le projet c'est un petit peu une course de fond ou un sprint selon le planning qu'on mettrait en place, avec une date de début, une date de fin. Et puis au bout d'un moment, la phase de build, donc de projet, s'arrête et on rentre dans une phase de run. Et cette phase de run, on va retrouver un certain nombre d'enjeux que Rabia a évoqués en introduction, des enjeux organisationnels et des enjeux techniques dans la vie de l'outil qu'on a mis en place. Alors ces enjeux, ça peut être le fait de maintenir la solution en conditions opérationnelles, ça peut être le fait de gérer les montées de version, les évolutions, les changements réglementaires. Je prends des exemples concrets, on a parlé de DADS, de DSN. Historiquement, dans le domaine de la formation, on avait une 2483 qui était un déclaratif, qui a disparu. Puis on a une nouvelle réforme de la formation avec des entretiens professionnels et un bilan des 6 ans à mettre en place. Et tout ça, ça fait partie là aussi des complexités sur lesquelles vous avez besoin en tant que gestionnaire RH, en tant que DRH, d'être accompagné et pas uniquement dans la phase du projet parce que l'outil il vit au quotidien, les législations, les besoins, les organisations évoluent et vous avez besoin potentiellement de maintenir votre SIRH de façon optimisée en phase avec vos besoins et avec ces enjeux que vous avez à traiter. Pour ce faire, l'idée c'est d'accompagner l'ensemble des organisations avec une méthodologie appelée HR Business Service, qui va être une offre de service qui va accompagner les clients dans le cadre de la solution en production au quotidien à la fin du projet. Donc il y a un référent qui est le HR Business Leader, qui est l'équivalent d'un directeur de projet, qui va être le référent avec lequel on va embarquer une équipe d'experts métiers, techniques, qui vont traiter l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer avec votre SIRH, qu'on parle d'hébergement, qu'on parle de temps de réponse, qu'on parle d'évolution fonctionnelle, d'évolution technique, d'assistance, de maintenance, etc., etc. Et le but, c'est vraiment de maintenir une sorte de projet au quotidien avec des comités, avec des suivis tous les 3 mois, tous les 6 mois, pour anticiper les éventuels écueils qu'on pourrait avoir liés à vos évolutions législatives, les prévoir et garantir que vous ayez bien le niveau de visibilité, le niveau de compétence en interne pour pouvoir suivre ces éléments. Dernier élément pour finir sur ce webinar, il est aussi important de prévoir une phase de transition entre la phase projet et la phase run, parce que si on évalue mal l'impact pour les utilisateurs dans leur organisation, dans leur charge de travail, ces utilisateurs risquent d'être perdus. Et donc, il va falloir vraiment prévoir cette phase de transition au même titre qu'on la prévoirait pour un nouvel arrivant qui arrive dans leur organisation et qui découvre le système d'information. Et merci, Voilà pour les Julien. éléments Merci, qu'on souhaitait Julien. partager. Effectivement, merci pour cette présentation. Je ne vois pas arriver de questions. C'est sûrement que tu as été très clair. Je ne vois pas arriver de questions, donc c'est pas grave. On sera à votre disposition pour répondre ultérieurement si vous avez des questions. On vous propose de partager avec vous le livre blanc, un livre blanc sur le sujet qui pourra vous aussi répondre à pas mal de questions sur le sujet. Je vous mets ça sur le chat. N'hésitez pas à le télécharger. Nous allons regarder également le sondage. Alors, pas beaucoup de réponses, donc on va pas, vous voyez, ça va pas être très intéressant de les partager. On n'a malheureusement pas beaucoup de réponses sur ce sondage. Mais écoutez, ce n'est pas grave. J'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes, qu'il a pu merci Floriane, c'est très clair. On se sent moins seul du coup, merci. qu'il a pu répondre à vos attentes. N'hésitez pas donc à télécharger ce livre blanc, à noter la présentation. Un autre webinaire vous sera présenté sur un tout autre sujet le 10 juin. N'hésitez pas à vous inscrire. Il est disponible sur Webikeo. Écoutez,
Je ne vois pas arriver de questions, eh ben, on va vous dire merci à tous. Merci Julien. Merci, et puis n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous souhaitez approfondir le sujet, si jamais vous avez des Merci projets. Anne-Sophie. Ouais, merci Anne-Sophie. Oui, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez questions ou suite ou des réflexions sur le sujet. Merci à tous. Très bonne fin d'après-midi. Merci Julien. Merci Rabia, bonne journée à tous, au Au revoir. revoir.